On vient de parler avec nos éditorialistes, j'allais dire, de la manière dont Édouard Philippe se positionne aujourd'hui comme Premier ministre, avec des appels du pied à la droite et aussi de possibles appels du pied à la gauche. Le rôle de Jean-Yves Le Drian, dont on vient de parler, qui a donné également une interview au Parisien, dans lequel il dit que le Parti socialiste n'est pas en très bon état, mais qu'il faut prendre en compte ce que la gauche a proposé. Alors, comment vous voyez ça, vous ? Bon, déjà, Jean-Yves Le Drian a tout fait pour que la gauche soit dans un mauvais état. Il a trahi son propre parti. Il n'incarne pas beaucoup la... Il tente de l'incarner. Non, je trouve que dans son positionnement au gouvernement, je ne l'ai jamais vu être sur des questions qui peuvent un peu toucher à sa fonction, comme la question de l'Aquarius, de l'accueil des migrants, etc. Il a été plus que dur et plus que dans la ligne d'une fermeture. Donc je ne l'ai pas entendu vraiment défendre les valeurs de la gauche qui ont été les siennes très longtemps. Mais qu'il a considéré peut-être caduques. Heureusement que d'autres continuent à les défendre parce que c'est l'avenir et on le verra. Ce n'est pas un champion possible pour vous, le ministre de non, mais vraiment, cette génération de ceux qui, après avoir beaucoup donné à la gauche, ont déserté au moment le plus dur. Et quand je dis le plus dur, au niveau mondial, c'est-à-dire que il y a une offensive du nationalisme, du populisme partout, et ces valeurs sont d'actualité encore plus qu'avant. Et c'est à ce moment où ça devient difficile de les défendre que certains ont baissé les bras. Et donc, l'avenir ne se fera pas avec eux, et se fera avec une nouvelle génération qu'on est en train de... Qui défend ces valeurs aujourd'hui, David Assouline ? Qui défend ces valeurs aujourd'hui ? Je pense qu'il y en a pas mal, ils sont éclatés. C'est ça le drame. Je pense d'ailleurs que... C'est éclaté. Aujourd'hui, il y a au Parti socialiste, il y a Place publique, il y a beaucoup de monde en dehors des partis, mais qui sont dans des associations, des syndicats. Je trouve que M. Berger est un syndicaliste vraiment remarquable, qui sait allier la défense des valeurs, par exemple, et le pragmatisme, le réalisme pour défendre les travailleurs. Il s'engage politiquement, c'est-à-dire qu'il quitte le monde syndical pour le monde politique. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que la gauche, le peuple de gauche a toujours été quelque chose de très très large. Et il y avait une incarnation politique à travers le Parti socialiste essentiellement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut reconstruire, une gauche démocratique. Et je pense que là où il y a le plus de sincérité pour le faire, je le vois aux actes, c'est avec la liste aux européennes que conduit M. Glucksmann, avec le Parti socialiste. Mais vous verrez, parce que vous verrez. Vous verrez, vous ne pouvez pas donner le verdict des urnes par les sondages d'aujourd'hui, vous verrez. En tous les cas, ça n'est pas le rôle d'un militant politique d'acter cela. Je pense qu'il y a là la sincérité de l'engagement européen écologiste et social, et qu'il y a aussi la sincérité de l'unité. C'est-à-dire que l'unité a été commencée, et je pense et je sais que jusqu'au bout, ils ont, sans condition autre que ces valeurs communes, voulu cette unité. Les autres jouent, à mon avis, quelque chose de dangereux en voulant absolument faire leur score pour se projeter au présidentiel. Comment vous réagissez, vous, le socialiste, quand vous voyez votre ancien président de la République qui, l'autre fois, rencontre Yann Brossa, le candidat communiste, et lui dit vous faites la meilleure campagne de ces européennes. Est-ce qu'il ne vous poignarde pas un peu dans le dos, l'ancien président de la République ? Vous employez les mots les plus durs que vous voulez, mais moi je pense que c'est pas bien de faire ça. Voilà, c'est pas bien. C'est clair. Pierre Dumazeau. Comment on rassemble alors ? Vous dites, il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de personnes ailleurs, hors des partis, c'est éclaté. Alors certes, on ne juge pas avec les sondages, mais à moins d'une exceptionnelle remontada, Glucksmann ne fera pas 20-25%. Autour de 5 aujourd'hui. Autour de 5. On sait que ce choix a quand même été très contesté en interne. Olivier Faure est quand même dans une situation un peu délicate. Au lendemain des européennes, comment on fait pour rassembler tout ça, alors qu'il y a les municipales qui arrivent et toutes ces élections? Il faut faire ce qu'on aurait dû faire avant, déjà. C'est-à-dire dire, voilà, il y a cette gauche démocratique à reconstruire, et aucun appareil ne s'impose par rapport à d'autres. C'est fini, ça. Et donc, c'est avec les citoyens de gauche qu'on va le faire, et on se met en jeu.
C'est-à-dire qu'on crée un processus de refondation où on demande à l'ensemble des formations politiques de gauche, à l'ensemble des clubs... Ça prend quelle forme concrètement ? D'états généraux qui peuvent se faire sur plusieurs mois. Est-ce qu'ils veulent encore parler avec l'idée de reconstruire un projet commun. Il y aura toujours des différences dans la gauche démocratique. C'est ça qui fait qu'elle pouvait incarner. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas se faire autour de Mélenchon et de la France Insoumise, puisqu'il va apparaître. C'est aujourd'hui lui qui, dans le match à gauche, il y a 6 listes à gauche, apparaît nettement devant pour l'instant. C'était son pari qu'il a, à mon avis, perdu. C'est-à-dire qu'il avait cette carte dans les mains à la présidentielle, puisqu'il avait nettement devancé l'ensemble des formations de gauche. Au lieu de s'ouvrir et de jouer ce processus-là d'une gauche qui se reconstruit, dont il aurait pu avoir le leadership, il a préféré continuer à insulter, à être dur, à être dans un populisme qui n'est absolument pas dans les traditions de la gauche, pour la bonne simple raison que Jean-Luc Mélenchon ne croit plus en la gauche. Il le dit, alors c'est pas la peine, vous, de lui l'affiner. Il tient les deux discours, c'est là où c'est compliqué. Oui, non, mais lui, il a théorisé le fait que c'est le peuple qu'il faut rassembler, pas la gauche. Et donc, il est dans un populisme qui lui fait avoir des dérives. Des fois, on a l'impression que son passé le rattrape et il dit des choses un peu inverses, mais cette incohérence montre surtout que c'est très erratique et que la gauche doit se reconstruire maintenant sur du stable en termes de valeurs et d'engagement. C'est au municipal que vous allez, c'est à travers les municipales que vous allez la reconstruire, cette gauche, parce que là, il va bien falloir s'afficher. Vous ne craignez pas que des maires soient tentés par rejoindre En Marche en disant bon, ben, c'est là qu'on va sauver nos mairies ou qu'on va en conquérir d'autres? C'était aussi le danger important qui pouvait peser dans un éclatement de forces nationales que chacun essaye de se débrouiller comme il peut localement et donc en étant attiré par tout ce qui pouvait à tel ou tel moment avoir une dynamique locale. Mais pareil que pour Jean-Luc Mélenchon, on n'est plus dans cette situation. En Marche ne marche plus sur l'eau. Et je vois par exemple que dans des villes qui pouvaient, où En Marche avait fait des scores tout à fait importants, y compris aux législatives, Paris, Nantes, Rennes, enfin des villes dirigées par des socialistes, brillamment dirigées par des socialistes, eh ben, les dynamiques ne sont plus du tout les mêmes. Donc je ne dis pas qu'on est sorti des difficultés. Je dis que les espaces politiques qui auraient pu être comblés et par En Marche et par la France Insoumise, et rendre quasi impossible la reconstruction d'une gauche démocratique dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Eh bien, cet espace maintenant est là. Il faut savoir l'occuper et je suis très très optimiste sur le fait que, en étant rigoureux et surtout sur nos convictions, il faut montrer aux citoyens que la gauche qui se reconstruit sera d'abord une gauche de conviction, c'est-à-dire qui, au gouvernement ou dans l'opposition, sera toujours très ferme sur ses engagements et son programme. David Assouline, Bernard Cazeneuve, il peut incarner cette gauche de conviction. Bien entendu. Il peut rassembler comme vous le souhaitez. Oui, je le dis sans hésitation, je ne vais même pas laisser finir votre question, parce que je pense qu'il peut, oui. Bah, après, rien n'est fait, il faut voir les intentions des uns et des autres. Et puis, on est dans un moment où il faut qu'une nouvelle génération émerge et prenne les responsabilités. Et un moment où l'ancienne génération, dans ce qu'elle a gardé, disons, de sincère, sache transmettre. Voilà. Donc, moi, par exemple, je me situe maintenant dans ceux qui doivent transmettre. Ouais. Voilà. Il faut savoir d'où on vient et qui on est. Et ne pas tout le temps vouloir rester au-devant de la scène comme s'il n'y avait rien derrière. Par contre, cette période est une période où des personnalités aussi importantes que Bernard Cazeneuve, homme d'État, peuvent jouer un rôle fondamental. En tout cas, vous restez avec nous, David Assouline. Vous êtes l'invité de Territoire Sénat dans un instant. Merci Pascal Jalabert du groupe EBRA qui a représenté les journaux de Lorraine sur ce plateau. Merci Pierre Dumazeau qui dirige la rédaction de la lettre de l'expansion et Marcelo Westphal du Figaro qui a co-réalisé cette interview d'Édouard Philippe dans Le Figaro.
David Assouline, ce texte porté par Jean-Michel Blanquer suscite déjà beaucoup d'opposition. Le Sénat l'a profondément modifié. Examen à partir de demain, 150 amendements adoptés en commission. Dans le rapport de la Commission de la Culture, on parle d'un texte inégal, précipité et peu abouti. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Sur ce constat, oui, bien entendu. D'abord, bon, l'école, c'est quand même quelque chose d'important et puis qui s'organise à travers des réformes sur plusieurs années. Les résultats sont jugés avec un peu de distance. Et il y a eu une loi déjà, la loi Peillon, de refondation de l'école, qui a, parce que M. Blanquer oublie souvent tout ce qui s'est fait avant, quand il était haut placé dans l'administration, il oublie que la question de dire on met l'école primaire au-devant de tout, parce que c'est là que commencent à se créer les inégalités, c'est le début de tout, a été pensé par Vincent Peillon, et nous avons adopté un certain nombre de mesures, non, par exemple, plus de professeurs que de classes, et ça c'était important. Alors, ne pas faire d'évaluation, et arriver en grand sauveur, on va encore... Alors que, justement, M. Blanquer séduisait parce qu'il disait moi, je ne veux pas une réforme qui porte mon nom, on va être pragmatique, ajuster au fur et à mesure, etc. Eh bien, voilà, il y a la loi Blanquer, et elle est très malvenue et très mal perçue dans les milieux enseignants et scolaires. Beaucoup de maires accusent le ministre de faire le jeu du privé avec cette réforme. Est-ce que c'est votre opinion également ? Oui, il y a des... on voit bien qu'il y a des dérives libérales possibles. Par exemple, il y a des choses qui peuvent être que, disons, plébiscitées. Se dire que tous les enfants dès 3 ans peuvent avoir accès à l'école primaire. Bon, d'accord, sauf qu'aujourd'hui, c'est 97% des enfants qui sont dans ce cas. Donc, il s'agit de voir comment, pour 3%, on va avancer. Et M. Blanquer fait comme si c'est lui qui va installer cela pour faire passer le reste. L'abaissement de l'âge de 6 à 3 ans, il a été retouché, il a été retoqué par le Sénat, justement. Oui, mais parce qu'il faut absolument que les charges complémentaires qui vont être pour ces 3% pour les municipalités, à la charge des municipalités, puissent être compensées, parce que les municipalités sont étranglées aujourd'hui. Mais il y a aussi la bonne idée de se dire que dans des bassins ruraux, on va essayer de faire en sorte que les choses soient mieux régulées. Mais si on n'a pas de garantie sur le fait que ça ne... Alors là, vous évoquez la fusion des entre les écoles et les collèges dans certains territoires. Cette fusion, cette idée, cette mesure, elle a été retoquée, rejetée par le Sénat en commission, justement. Oui, et à juste titre. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est parti d'une vision comptable des choses. C'est comment réduire. Bon, et donc en fusionnant, comme très souvent, je connais ça avec l'audiovisuel, c'est souvent on parle de rationalité, de fusion pour être plus efficace, et derrière il y a juste un impératif budgétaire de faire que ça coûte moins cher. Et donc le problème, parce que c'est bien quand ça coûte moins cher, le problème c'est que il faut que le maillage rural des écoles primaires ne soit pas détricoté avec une telle mesure. Or, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie sur le statut du directeur ou de la directrice, et il n'y a aucune garantie sur le fait que la collectivité locale, qui a un fort lien avec son école primaire, la mairie par exemple, ait son mot à dire dans l'histoire. Donc tout cela fait qu'il fallait absolument s'opposer à cette mesure. On va donc suivre l'examen en séance du texte cette semaine. Autre sujet d'actualité, le feu vert du Conseil constitutionnel au référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris. C'est une privatisation qui a déjà été votée dans la loi Pacte. La gauche, justement, parle d'une décision historique. Prochaine étape, recueillir l'approbation d'au moins 10% du corps électoral, soit 4 700 000 personnes. Le groupe socialiste du Sénat parle d'une décision historique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, dans le sens où ce référendum mis en place par la réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy, avait la caractéristique de quasiment pas pouvoir être appliqué.
parce qu'aller chercher 4,7 millions, etc., regrouper un nombre de parlementaires suffisant. 185 parlementaires. Voilà, donc c'était très compliqué et ce chemin était peu emprunté. Or, on voit qu'il peut l'être. Et donc, c'est historique parce que c'est la première fois. Et politiquement, ça veut aussi dire quelque chose bien sûr, contre la politique d'Emmanuel Macron? Oui, qu'on ne peut pas passer en force quand il y a à ce point l'unanimité de toutes les autres sensibilités politiques du pays. Parce que, réussir à unir les communistes, les socialistes et les républicains au Sénat sur une question qui touche à l'économie, parce que sur des questions républicaines, ça arrive, qui touche à l'économie, aux privatisations, etc., est quelque chose d'absolument unique. Certains ont compris qu'il s'agissait de souveraineté, et qu'à un moment donné, il fallait arrêter de faire n'importe quoi en la matière uniquement par idéologie ultralibérale. La question dépasser les clivages partisans. Dans le reste de l'actualité ce matin, David Assouline, des parlementaires, notamment Rachid Temal au Sénat et Nathalie Goulet, demandent la mise en place d'une commission d'enquête sur les liens entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et Steve Bannon, qui est l'ancien conseiller du président américain Donald Trump. Marine Le Pen, elle dénonce une manœuvre politicienne. Elle annonce vouloir porter plainte. Est-ce que vous soutenez cette demande de commission d'enquête? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur une possible collusion? Écoutez, oui, c'est d'abord, cette collusion, elle est avérée sur le plan politique. Personne ne peut dire l'inverse. Et on peut Là, on parle de liens financiers, de réunions, de financement de campagne. Et d'ailleurs, ça pourrait s'étendre à bien d'autres États et d'autres formations politiques peut-être. Est-ce qu'il y a des interrogations, mais est-ce qu'une commission d'enquête est nécessaire à votre sens? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je ne pense pas que c'est la mesure qui changerait tout, mais ça aiderait en tous les cas à mettre à jour pour le plus grand nombre qui n'en a pas conscience à quel point il y a de telles collusions qui sont d'abord idéologiques, politiques, mais qui peuvent aller plus loin, et ça mérite d'être regardé de plus près. Pour finir, David Assouline, votre loi, le texte sur les droits voisins, a été définitivement approuvé par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Cette loi oblige les plateformes à rémunérer éditeurs et agences de presse pour l'exploitation des articles. Les géants du numérique, ils vont donc mieux rémunérer les contenus désormais? C'est pas mieux, ils vont commencer à rémunérer. Ils ne le font pas du tout aujourd'hui. La presse est dans une situation très compliquée de manque de moyens financiers. Non seulement il y a une baisse des ventes, mais la ressource publicitaire qui constituait au moins la moitié de son financement s'est échappée sur le net et justement captée à 80% par ces géants du net. Donc, tout simplement, ils commercialisent des productions, des créations qu'ils ne financent pas. J'ai eu l'occasion de le dire dans un autre média, dans la vie quotidienne, ça s'appelle du recette ou du racket. Donc maintenant, il faut tout simplement qu'ils payent de façon équitable. C'est pas grand-chose pour eux par rapport aux profits géants qu'ils font, non seulement en France, en Europe et dans le monde. Et ce qui est bien, c'est de montrer à travers cela que l'Europe a pris une décision. Ça a été très dur, ça a été une bataille contre l'Europe peut s'entendre sur certains sujets. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est que ça ne pouvait se régler qu'au niveau européen, cette histoire. Parce que les Espagnols ont essayé, les Allemands ont essayé, la force de dissuasion de Google, qui, je vais vous déréférencer, était telle que le fait que ce soit européen nous permet d'avancer, mais surtout de faire que partout ce soit le cas. Et peut-être que le rapport de force est en train de changer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Merci beaucoup. La loi audiovisuelle, vous savez le calendrier ou pas? Très vite. J'ai l'impression que le ministre tient à ce que le calendrier précédemment annoncé soit celui-là, c'est-à-dire un examen cet été en Conseil des ministres et après essayer que dans le premier semestre 2020, les choses soient adoptées. Je suis très dubitatif sur le fait que ce soit possible, étant donné ma connaissance du calendrier parlementaire, des impératifs et des priorités de l'actuel gouvernement. Donc je pense qu'il risque d'y avoir du retard. Sénateur socialiste de Paris, merci. On passe tout de suite à la...